Bonjour, hello, marhaba bikum. Avant de démarrer cette session, je viens de me rappeler que j'ai négligé de me présenter la dernière fois. Et c'est grâce à vos questions et vos remarques que vous m'avez envoyées. Donc, je me présente. Je suis Lotfi Seibi, je suis directeur et fondateur de 4D Leadership House. Ça fait depuis l'âge de 22 ans que je suis en management dans plusieurs industries, plusieurs entreprises et surtout plusieurs pays. J'ai eu la chance de travailler sur plusieurs crises, mais jamais sur une telle situation telle qu'on a aujourd'hui, parce que la crise Covid, ça rassemble plus ou moins toutes les crises qu'on a vues. On a aujourd'hui une conversion de crise sanitaire, écologique, environnementale, économique et surtout psychologique. Euh, Avant de continuer, je voudrais bien remercier les dizaines, presque un peu plus qu'une centaine de personnes qui nous ont contactés par email, par le lien qu'on a partagé avec vous sur Facebook et LinkedIn, et que vous étiez excellent avec vos questions et vos remarques. Je remercie spécialement Sharif Al-Wertani, Mounir Frija, Islam Hamdoun, Asma Khamfir, Mondar Besbes. Il y a pas mal de gens, Sabiha Ben Ammar, qui vraiment nous ont aidés à créer ce contenu qu'on va partager avec vous aujourd'hui. Donc, je vous encourage, si vous ne l'avez pas fait, le lien est sur notre page Facebook et sur notre page LinkedIn. D'accord? 4D Leadership House. Et des fois, je le partage sur ma page aussi, LinkedIn et Facebook. Donc, on se pose la question aujourd'hui, c'est quoi le nouveau normal? Ou est-ce que c'est l'effet Black Swan? Est-ce que c'est une action qui se fait une fois dans l'histoire? À mon avis, ce n'est pas le cas de Black Swan, c'est le cas de nous comme leaders, comme citoyens, comme politiciens, comme chefs d'entreprise. On doit trouver le nouveau normal. Je pense que nous pouvons convenir maintenant qu'une fois cette crise est terminée, nos vies, notre travail, nos relations ne reviendront pas à ce qu'il était autrefois. Il y aura de nouvelles façons de faire du shopping, d'apprendre, de se former, de travailler, de créer un réseau. Il y aura un nouveau normal. Moi, comme leader, je dois essayer de façonner ce nouveau normal. Je dois toujours garder un optimisme comme leader, mais prudent. Mais il est de mon devoir de me préparer à tous les scénarios possibles, y compris les pires des scénarios. Donc le prochain slide, vous l'avez vu la dernière fois, là où on décrit pas seulement la courbe de contamination et de propagation du virus, mais aussi la courbe de la reprise économique. Et donc, c'est essentiel de savoir, dans le contexte de nos pays, à nous, si on est en Tunisie ou ailleurs, quand est-ce que la reprise économique va se faire. Et donc, ici, avant de commencer à parler de quoi faire et comment, je veux m'assurer que nous sommes tous d'accord sur un fait très simple. Pour faire face à cette crise, un leader doit aujourd'hui être courageux, conscient, flexible, humble, résilient et empathique. C'est ce que nous appelons émotionnellement et socialement intelligent. Mais qu'est-ce que ça veut dire émotionnellement intelligent? Je l'ai résumé, comme vous voyez ici, en 4 points. Comportemental, relationnel, les actions et des valeurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire comportement? Ça veut dire développer un nouveau comportement, avoir un souci pour les autres, de l'empathie envers les employés, avoir de la ténacité, du courage,
Le deuxième point, un relationnel, c'est-à-dire développer des réseaux, renforcer les relations qu'on a aujourd'hui et même développer de nouvelles relations, créer de nouvelles relations. Les actions, il faut entreprendre de nouvelles actions, il faut rester discipliné lorsqu'on a peur, parce que quand on a peur, d'ailleurs, on n'est pas aussi intelligent. On a des émotions et quand on a des émotions, on ne prend pas toujours les bonnes décisions. Donc, il faut trouver de nouvelles façons d'agir. Et aussi nos valeurs. Il ne faut pas oublier les valeurs. Il y a eu tout un changement dans cette crise, y compris nos valeurs. Donc, il faut plutôt se rappeler pourquoi on est dans ce business. On est dans ce business pour faire de l'argent, pour des raisons sociales, pour aider. Il ne faut pas être égocentrique. Il faut tenir compte des parties prenantes que vous avez, de vos clients, de vos employés. Et donc, ces 4 points sont très intéressants à considérer, à ne pas oublier avant de rentrer dans le quoi faire. Donc, maintenant, on va rentrer un peu dans les détails de, voilà, on a établi les bases, les fondamentaux de ce que le comportement d'un leader doit être. Et maintenant, rentrons dans les détails de quoi faire comme un bon leader. Et comme je viens de parler de ce nouveau monde, ce nouveau normal, et comme vous le voyez maintenant, il y a 4 points très importants. C'est l'incertitude, la volatilité, la complexité et l'ambiguïté. C'est ça cette matrice aujourd'hui qu'on doit s'habituer, décrit exactement notre nouvelle réalité, notre nouveau monde. Mais parlons un peu de ça. C'est l'incertitude, la volatilité et la complexité de ce que nous voyons tous les jours dans les médias augmente notre anxiété et notre peur de ce que demain pourrait apporter. Nous avons peur parce que ce virus a sur nous le même effet que ce que tous nos concurrents combinés ont toujours voulu nous faire. Voler nos clients, perdre certains de nos employés et nous priver de notre avantage concurrentiel. Fermer le business n'est pas une option. Donc, il faut réfléchir à un nouveau futur. Il faut réfléchir à qui seront nos clients. C'est pas garanti que demain qu'on va récupérer les mêmes clients. Ce n'est pas un garanti que demain on va avoir les mêmes fournisseurs parce que la chaîne supply peut aussi changer. Il y a des fournisseurs qui ne vont pas exister certainement dans quelques semaines ou quelques mois. Donc les clients, les suppliers, les fournisseurs et nos employés. Donc on parle de cette matrice de complexité, volatilité, ambiguïté et incertitude. Ça, comme vous voyez, c'est combien on sait de la situation et combien on peut se prédire. On voit honnêtement que on n'a pas un grand contrôle sur la situation, donc on parle généralement des changements qui évoluent du jour au jour, d'une situation où les facteurs sont inconnus. Il y a un manque de clarté sur la signification des événements d'une journée à l'autre, et donc ce qui fait que ce qui est demandé de nous aujourd'hui comme leaders, et c'est Mission Impossible, hein? C'est comme le film Mission Impossible. Donc, ce qui a fait de nous d'être leader un jour, tout a changé. Tous les éléments ont changé. Le fait qu'on a des nouveaux problèmes aujourd'hui, ça demande une nouvelle façon de trouver des solutions. Donc, cette slide qui dit la boîte à outils d'un leader COVID-19, vous avez vu certainement ces outils avant, mais aujourd'hui, comme bon leader, on doit accepter le défi. Donc, vos employés et vos clients ont besoin de réponses de votre part.
Ils vous attendent. C'est pourquoi vous avez choisi d'être leader. Sinon, leader en période de statu quo est facile, mais pas en temps d'ambiguïté et de complexité. Les grands leaders convoquent toutes leurs forces intellectuelles, émotionnelles, spirituelles et comportementales, ainsi que leurs équipes, et se mettent au travail. Ainsi, ils réfléchissent à des scénarios et pratiquent des jeux de rôle, revérifient les anciennes hypothèses et commencent à se poser les bonnes questions. Pas seuls, mais avec leurs employés, leurs clients, le gouvernement, c'est-à-dire les autorités aujourd'hui, et aussi, il ne faut pas oublier les fournisseurs. Donc, avec ce nouveau monde, comme vous voyez là, j'ai développé une boîte à outils avec 4 points qui sont très importants pour tout leader aujourd'hui, surtout en temps de crise. Vous avez accepté le défi d'être leader. Alors ça, c'était facile dans des temps normaux, du statu quo, mais aujourd'hui, c'est différent. Regardez, l'histoire regorge d'exemples de leaders qui ont fait appel à toutes ces forces durant des crises. Donc, après avoir étudié des leaders à travers l'histoire, dans les affaires, le monde politique, en temps de guerre, en temps de crise, on trouve 4 points communs et complémentaires qui doivent être effectués pour sortir de cette crise et sortir plus fort. Et c'est la prochaine slide qu'on va voir maintenant qui va nous montrer ces 4 points. Comme vous voyez maintenant, il y a 4 étapes. La première, et ces 4 étapes sont essentielles et complémentaires. Primo, il faut prendre un état des lieux, c'est-à-dire évaluer cette crise aujourd'hui. Parce que quand on parle de la gestion de l'actuel, d'aujourd'hui, c'est de la gestion du jour au jour. Mais aussi, on a besoin de vos capacités de leadership. Et c'est pour cela, il faut avoir un état des lieux, car avec un état des lieux, on peut analyser maintenant la situation. Pourquoi on est comme ça? Donc, l'évaluation et puis l'analyse. Et puis, le troisième point, c'est l'adaptation. Il faut avoir cette capacité de s'adapter à la situation maintenant. Et quatrièmement et finalement, il faut s'ajuster. Quels sont les changements qu'il faut faire comme leader pour réussir cette crise? Et je dis bien réussir cette crise parce que moi, personnellement, je suis convaincu qu'on peut come out a winner, on peut réussir à la fin parce que je le vois comme une opportunité immense pour plusieurs parmi vous et je vais vous démontrer ça. Donc, le premier point, c'est l'évaluation d'état des lieux. Cette évaluation se passe à travers une bonne communication avec toute votre équipe. Il ne faut pas s'enfermer chez nous et réagir à des événements. Il faut sortir, il faut regarder tout le monde, il faut parler à tout le monde, il faut faire du collecte des données. En évaluant la situation actuelle, je vais faire appel à une courbe, à des graphes que je vous ai montré la dernière fois. Vous vous rappelez bien des différents scénarios de la reprise de l'économie. Si c'est sous forme, comme vous le voyez maintenant sur l'écran, si c'est sous forme de V ou de U ou de W, je pense que nous pouvons tous convenir que la reprise économique en V dont j'ai parlé n'est plus possible. Maintenant, on parle plutôt d'une reprise en forme de U. La largeur du U pour chacun de vous dépend de la façon dont nous réussissons avec la distanciation sociale, le confinement, la gestion de la propagation du virus par les autorités. Donc cela dépend aussi de votre conscience de ce qui se passe au niveau macroéconomique et sur le terrain. Votre industrie, vos clients, vos concurrents, vos employés. Donc, on reprend sur l'évaluation de la situation. Il y a 3 points très importants. Premièrement, donc, il faut protéger nos effectifs les plus précieux. Ça veut dire les employés, les clients, les partenaires et le supply chain. Donc ça, c'est absolument important
qu'est-ce que ça veut dire de les protéger, de communiquer, de poser des questions, de savoir s'ils ont des problèmes ou non, de communiquer avec nos clients, de voir leurs besoins, parce que leurs besoins aujourd'hui ne sont pas nécessairement leurs besoins du mois dernier ou leurs besoins dans un mois. Donc, il faut aussi communiquer leurs soucis, selon des soucis d'hygiène, de sécurité. Il faut aussi protéger en communiquant avec nos fournisseurs. Quels sont les fournisseurs qui ont des difficultés? Parce que demain, si vous allez démarrer, si c'est sous forme de U, petite U ou U majuscule, ça va aussi dépendre de votre supply chain. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de revoir nos hypothèses. Parce qu'on ne peut pas avancer dans le futur avec des anciennes hypothèses. Les anciennes hypothèses peut-être étaient correctes avant la crise, mais elles ne vont pas être les mêmes hypothèses parce que sur ces hypothèses, on va faire des stratégies. Et si l'hypothèse, the assumption, if the assumption is wrong, the result is wrong. Ça veut dire il faut revoir les hypothèses financières, ressources humaines. Par exemple, est-ce qu'on aura besoin de X nombre d'employés? C'est possible que la structuration de votre entreprise, quand elle reprend, c'est pas la même structuration. Peut-être que vous allez changer de business model, ou si vous êtes un restaurant, ou si vous êtes un café, vous allez certainement changer de business model, où vous n'aurez pas besoin de 50 serveurs, de 30 serveurs. Il va y avoir beaucoup de take-out. Et donc, ça, c'est un changement, il faut considérer. Les exemples il y a plusieurs exemples pourquoi on doit revoir l'hypothèse. Et le troisième point, c'est la stabilisation de la chaîne d'approvisionnement. C'est-à-dire, ce que j'ai expliqué, c'est-à-dire, il faut s'assurer que vous avez un plan A, plan B et plan C. Parce que vos fournisseurs de l'avant-Covid vont eux aussi avoir des problèmes. Les mêmes problèmes que vous avez maintenant, des problèmes de logistique, des problèmes de transport, des problèmes de supply and demand, offre et demande. Et donc, c'est une autre hypothèse, c'est de lancer des investigations aujourd'hui comme d'autres options. Moi, je connais plusieurs entreprises qui sont en train de réfléchir à un changement de business model à 100%. C'est-à-dire, le produit et les services qu'ils sont en train d'offrir, ils vont complètement changer parce que le supply chain, l'approvisionnement n'est plus là. Et donc, ça, c'est un peu l'évaluation de l'état du lieu d'aujourd'hui. Donc, en termes d'analyse, une fois que vous avez évalué la situation actuelle, vous devez commencer à étudier et à analyser les changements dans votre organisation. Ici, je parle de structure et réorganisation. À titre d'exemple, après avoir évalué votre modèle d'entreprise, vous vous rendez compte que l'une des trois choses que vous voyez là doit être analysée. Ou bien ce que vous êtes en train de vendre, peut-être ça doit changer. Le produit ou le service que vous vendez, il se peut que votre chaîne d'approvisionnement ait été interrompue, que le produit soit devenu rare, que les clients ne veulent plus de ce produit. Et donc, chacune de ces possibilités a une implication sur la façon dont vous allez faire du business, procéder. Donc, le second point, c'est à qui vous allez vendre. C'est le même client, c'est dans la même région. Donc, il faut revoir aussi les changements sur le niveau de la clientèle. Tout le monde est touché aujourd'hui, surtout économiquement.
Et si vous avez un produit ou un service, donc c'est à la portée de quelle social class, de quelle classe sociale. Il faut faire des analyses aussi sur les régions. Si vous avez des magasins ou des bureaux dans des régions ou dans des pays, et ça, c'est très, très important à voir parce que si c'est pas votre produit ou service, ça peut être vos clients aussi qui ont changé. Si vous vendez à des jeunes, peut-être, ou la classe moyenne, ou des femmes, si vous vendez des produits, je vous donne un exemple qui me vient à la tête maintenant. On est presque, c'est l'été, tout le monde parle maintenant des vacances. Et si vous êtes dans le marché des maillots aujourd'hui, est-ce qu'on va aller à la plage ou non? On ne sait même pas si le virus peut contaminer l'eau de piscine ou non. Donc, il y a tant de choses qu'il faut vraiment investiguer, qu'il faut vraiment collecter des données pour que ça vous aide à prendre les bonnes décisions. Et finalement, le troisième point, c'est la méthode de vente. Ça, c'est important parce que comment vous livrez vos produits et vos services? Le client vient sélectionner chez vous. Vous avez un site e-commerce, vous avez des catalogues, vous vendez en gros. Il y a des paiements en premier ou il y a des paiements à la livraison. Toutes ces questions doivent être posées et toutes ces réponses-là dépendent des données que vous êtes en train de chercher maintenant, dépendent de la situation économique et sociale, dépendent de la propagation du virus. Et c'est pour cela, j'ai dit au début qu'il faut être conscient de tout ce qui se passe aujourd'hui à l'échelle nationale, à l'échelle locale et à l'échelle régionale. Voilà un peu sur l'analyse de la situation. Donc, vous avez évalué la situation, vous avez analysé la situation. Et quand je dis situation, c'est en interne et en externe. En interne, vos capacités comme entreprise, vos ressources humaines, financières, votre capacité de financer de nouveaux projets, votre capacité de payer vos employés, votre capacité d'emprunter de l'argent. Et aussi, il faut analyser toutes ces données pour dire, voilà de quoi je suis capable. Et on passe à la troisième étape, c'est l'étape d'adaptation. Donc maintenant, on est conscient de l'écosystème, l'environnement, la situation interne, humaine, financière, sociale. Et donc, on doit savoir s'adapter à ce nouveau environnement. Et donc, la troisième étape, c'est l'adaptation. Comment s'adapter à cet environnement? Donc, s'adapter à l'environnement, moi, je l'ai mis sous forme de flèche. Ça veut dire, il y a un point de départ et il y a le succès, là où on doit arriver à la fin. Il y a des changements, il y a des étapes qui sont linéaires, l'une dépend de l'autre, et on ne peut pas négliger aucune de ces 4 étapes. La première, c'est empower your people. Il faut empower. Il faut responsabiliser nos employés. Donc, tout en orientant l'action, vous devez avoir la force psychologique d'accepter les choix que vous faites, les choix que vos employés, que vous avez empowerés, hein, c'est un verbe maintenant en anglais, et donc les erreurs. Les échecs de vos équipes, ça doit aussi être une chose de normale aujourd'hui. Donc, c'est le prix à payer pour ne pas brider l'énergie et la capacité créative de vos collaborateurs. Le deuxième point, c'est trouver l'équilibre. Donc, on est dans une situation où il y a beaucoup de désordre aujourd'hui, il y a beaucoup de chaos. Nous, on n'est pas habitués à ça. On est habitué à un ordre. C'est ce qu'on nous a payé. On est des managers. Aujourd'hui, on a besoin de leaders. Parce que pas seulement on a besoin de manager, diriger le chaos le jour au jour aujourd'hui, mais on doit réfléchir comme leader dans le futur. Donc, il faut trouver cet équilibre qui n'est pas l'ordre, mais qui n'est pas le désordre, parce que l'ordre, c'est quelque chose du passé.
qui n'est pas le désordre aujourd'hui où on est, mais il y a un point, un in-between. Donc, you have to find the equilibrium. Il y a un point, et c'est là où vous aurez besoin des compétences de leadership que j'ai décrites au début. Comme leader, vous êtes un individu qui est en permanence combattre votre pulsion à vouloir mettre de l'ordre. Donc, votre travail, ce n'est plus de prévoir le futur, mais bien de canaliser les efforts de vos collaborateurs pour faire face à ce désordre. Le troisième point, c'est trouver les solutions adaptatives. Aujourd'hui, les problèmes qu'on a et qu'on voit chaque jour sont des problèmes adaptatifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des situations qu'on n'a pas vues avant. Et on ne peut pas résoudre ces problèmes qu'on n'a pas vus avant avec les mêmes solutions qu'on a utilisées avant. Parce que doesn't fit. C'est pas la même chose. Donc, vous allez faire appel à des nouvelles compétences, des nouveaux outils, et vous allez faire appel à des forces que vous n'avez pas utilisées avant et que peut-être vous savez même pas que vous avez ces forces. Donc, vous êtes sur le point de découvrir que vous êtes confronté à de nouveaux problèmes que vous n'avez pas vus auparavant, ou vous ne pouvez pas utiliser d'anciennes méthodes et de comportements. Ce sont des problèmes adaptatifs qui nécessitent de l'innovation, de la flexibilité, la rapidité, et en d'autres termes, des solutions adaptatives. Voilà, donc de nouvelles solutions. Ici, on parle de solutions adaptatives qu'il faut chercher. On fait appel, moi j'ai fait appel à plusieurs questions que j'ai reçues, donc je vais vous donner quelques exemples de solutions adaptatives. Quand on parle de ce troisième point-là, par exemple, l'engagement des employés et des clients. Qu'est-ce qu'ils apprécient, ces employés? Qu'est-ce qu'ils apprécient le plus? Donc, il faut poser cette question comme leader. Est-ce que l'engagement, est-ce que le fait de les inclure dans la décision, ça veut dire les impliquer? Est-ce que le fait que quand il y a une situation, vous fermez pas la porte et tout seul et vous cherchez la solution, ou vous posez, ou vous demandez à tout le monde de se rassembler autour de ce problème? Une simple technique, pratique, mais qui est une solution adaptative, parce que la majorité de nos collaborateurs ne sont pas habitués à la participation de trouver des solutions. Généralement, on les donne les solutions. La capacité de redémarrer, par exemple, il faut être optimiste comme leader, mais aussi il faut réfléchir au worst case scenario. Ça veut dire se préparer, anticiper en cas où les hypothèses que vous avez eues, que vous avez préparées, ne sont plus le cas. Si jamais il n'y a plus de fournisseurs ou il n'y a plus de produits, qu'est-ce que je fais? Si jamais mes employés ne reviennent plus après cette crise, peut-être le stimulus, le chèque qu'ils vont recevoir du gouvernement, ou le chômage, ou peut-être ils ont changé de carrière carrément. On ne sait pas, parce que si la période dure 4, 5, 6 mois, c'est pas un garant. Donc il faut pas assumer que tous les employés vont revenir. Donc il faut ici, la solution adaptative, c'est quoi? C'est d'emmener toute une équipe, 100% de nouveaux collaborateurs. Ça va poser plusieurs problèmes, ou de changer de modèle, et to evolve. Ça veut dire, vous faites, au lieu des chambraires de bicyclettes, maintenant vous faites des bourgeons en plastique. Donc il faut réfléchir à tout ça. Ça, c'est une solution adaptative. Des nouveaux outils de formation. Aujourd'hui, on n'a plus la capacité, ou ça devient de plus en plus difficile, d'avoir des formations en présentiel.
Donc, il faut réfléchir à des formations continues parce que, pourquoi je dis formation? Toute entreprise qui va survivre cette crise va avoir besoin d'être formée sur les nouvelles procédures, sur les nouvelles lois, sur les produits que vous allez faire, que vous n'avez pas fait avant, sur la manière de communiquer, parce que ça va changer aussi, parce que si vous avez tout le monde faire du télétravail ou quelques-uns qui font du télétravail et d'autres dans les bureaux, il y a beaucoup à faire là sur la communication et sur le digital. Si vous êtes chargé du marketing, il y a plusieurs exemples. Il y a plusieurs exemples. Aujourd'hui, une solution adaptée. J'étais en train de parler avec un ami qui a un restaurant maintenant. Il vient d'investir beaucoup d'argent. Et il a réfléchi à fermer carrément. On a trouvé quelques solutions pour continuer, même donner des cours en ligne par ses chefs. Comme ça, s'il doit continuer à payer au-delà du mois de mai, il y a donc, les solutions pour toutes les industries, soit vous êtes petite industrie ou grande industrie, il y a des solutions. Il faut juste réfléchir d'une manière différente, changer de manière de réfléchir, changer d'habitude et revoir aussi ces hypothèses que vous avez toujours eues dans la tête. Le quatrième point ici, c'est avec tout ça, ces trois étapes, on est obligé maintenant de redémarrer et revoir notre stratégie. Donc, il nous faut une nouvelle stratégie de travail. C'est primordial parce que, comme les hypothèses qu'on a eues, maintenant, on ne parle plus de la même stratégie. Donc, j'appelle ça recalibrer la stratégie. C'est-à-dire quoi? Donc, il faut voir qu'est-ce qui a changé. Tous les éléments qu'on a discutés, soit fournisseurs, employeurs, employés, pardon, clients, donc les changements, les lois, les règles, les finances, avec tous ces facteurs-là, il faut redémarrer, recalibrer la stratégie. Et donc, avec les trois points que j'ai discutés, maintenant on commence à réfléchir à quelle stratégie pour aller à l'action. On a responsabilisé nos équipes, on a équilibré, on a trouvé l'équilibre entre l'ordre et le désordre, on a trouvé des solutions adaptatives, and we can't sit, parce que l'espoir, si on ne fait rien et on a juste de l'espoir que la crise va se terminer et tout va revenir au passé, comme c'était au passé, on est vraiment un peu, on a besoin de beaucoup plus qu'un webinaire pour vous, hein. Et donc, il faut aller à l'action et trouver la bonne stratégie. Moi, j'appelle ça, c'est le quatrième point, c'est hope is not a strategy. L'espoir, c'est pas une stratégie. L'espoir, c'est pour moi, juste avoir de l'espoir et ne rien faire, c'est juste le bruit avant la défaite, hein. Donc, cette stratégie, donc maintenant, il est important d'accepter que vous êtes maintenant dans une situation où vous n'avez pas toutes les réponses et plus important, il est plus important de le communiquer à toutes les parties prenantes. Et c'est essentiel que vos employés, que vos clients, vos partenaires sachent que vous n'avez pas toutes les réponses vu que tout est en train de changer. Pour ne pas juste... pour entrer à l'action, il faut se poser et redémarrer avec une nouvelle stratégie. La première des choses, il faut communiquer la situation avec toutes les parties prenantes. Vos clients, vos fournisseurs, vos collaborateurs. Il faut que tout le monde sache que vous n'avez pas toutes les réponses. Car c'est une situation qui est en train de changer du jour au jour et que ce sont des nouvelles données, un nouveau monde. Donc, il faut développer une certaine mentalité qui est plutôt
Comme on disait en anglais, think locally but act globally. Ça veut dire que comme organisation, c'est fort possible que la région où vous faites du business va changer. Aujourd'hui, je pense qu'on parle plutôt de moins de globalisation, mais plutôt de la régionalisation, car tout pays est en train de s'enfermer sur lui-même et il faut développer des relations, donc des relations plutôt plus proches et d'où un changement de stratégie. Il faut avoir maintenant une organisation qui est plus innovante et ça c'est le résultat d'encourager l'initiative, de ne pas punir les erreurs. C'est possible que maintenant vous aurez une organisation qui est plutôt virtuelle ou 50-50. Il y a plusieurs parmi vous que je connais très bien qui ont résisté le changement au digital. Cette transformation digitale dont on parlait, ça fait au moins 5 ans en Tunisie. Aujourd'hui, il y a plusieurs entreprises qui nous appellent pour développer leur stratégie de transformation digitale. Donc ça, c'est une possibilité. Et le quatrième point aussi, c'est la collaboration. Il ne faut pas avoir des individus qui sont experts. On cherche plutôt une organisation qui est plutôt horizontale, qui ne dépend pas d'une personne ou d'un expert. Donc, il faut travailler sur le virtuel, la collaboration, l'innovation et en termes de région géographique, revoir où est le meilleur retour sur investissement. Le prochain point, c'est les changements qui ont eu lieu. Là où j'ai parlé dans le premier, dans l'évaluation qu'on a vue. Donc, il faut être conscient de ces changements. Quelle partie de votre ancienne stratégie est obsolète? Les objectifs ne sont plus les mêmes. Les KPI ne sont plus les mêmes parce que les objectifs ont changé. Les milestones que vous devez atteindre chaque 3 mois ou chaque 6 mois, ça va pas être la même chose. Vos ressources humaines et financières vont changer. Les banques peut-être vont plutôt au départ vont vous aider, mais les sources de financement ne vont pas être là. Peut-être il y a des lois, il y a des règles qui vont changer. Les ressources humaines, certainement, il faut réfléchir à ça. Essayez d'écrire dans votre devoir, d'envisager, d'imaginer le profil type d'un employé post-Covid et quels sont les outils hard skills et soft skills dont ce collaborateur a besoin. Aujourd'hui, on a besoin plutôt de soft skills, des personnes qui peuvent communiquer, des personnes qui sont empathiques, des personnes qui comprennent le besoin du client, des personnes à qui tu vas donner de la responsabilité parce qu'ils vont travailler chez eux. C'est pas n'importe qui est capable de travailler chez eux. Ça c'est un sujet qu'on va discuter à part. Je pense la semaine prochaine qu'on va consacrer une session sur le télétravail. Donc, pour gérer tous ces changements à évolution rapide, vous devez être un expert en communication de crise. Donc, pour faire réussir tout ça, on a cadré le problème, on a analysé la situation, on s'est adapté à ce nouveau environnement, on a redémarré avec une nouvelle stratégie, mais pour réussir tout ça, il nous faut une excellente stratégie de communication de crise. Ça, c'est très, très important. Sans une communication de crise qui est spécifique à votre situation, entreprise, employé, client, pays, région, ça doit être spécifique. Le reste, tout ce qu'on a discuté n'est pas possible. Okay, on ne peut pas le faire. Donc, il faut vraiment avoir 3 choses qui sont essentielles pour faire réussir. Premièrement, il faut engager toutes les parties prenantes. Deuxièmement, il faut avoir cadré un bon message.
c'est quoi le message que vous voulez passer à vos clients? C'est quoi le message que vous voulez passer à votre communauté? C'est quoi le message que vous voulez passer à vos employeurs? Quand est-ce qu'on va passer ces messages? Qui va le faire? Pas parce que vous êtes le leader que vous êtes le meilleur communicateur. On sait tout le monde, on est au courant qu'en Tunisie, par exemple, si on n'a pas une personne qui est chargée un peu de négociation, de médiation, on n'est pas toujours au courant de ce qui se passe sur le terrain. Nos employés ont des difficultés des fois de lever la main et de dire non, non, monsieur, je ne suis pas d'accord. Donc c'est essentiel d'engager les employés, de cadrer le message et avoir une bonne gestion des attentes de toutes ces parties prenantes. Chacun a ses propres attentes, expectations, ce qui va se passer et tout. Donc, commençons avec l'engagement. Donc, pour gagner l'engagement des employés, des clients et des suppliers, fournisseurs, par exemple, il faut communiquer tôt et souvent. Il ne faut pas donner la chance au vide, parce que ils vont trouver une réponse. Donc, il vaut mieux que la réponse vienne de vous et pas d'autres parties, pas des médias ou de social media, des réseaux sociaux. Parfois, c'est pas spécifique à votre entreprise. Donc, il faut communiquer tôt et souvent. Il faut fournir des rapports factuels sur les problèmes et les changements qui touchent à chaque partie prenante. Par exemple, pour les clients, il faut communiquer sur si la disponibilité, les pénuries des produits, les horaires du travail, s'il y a des changements du prix. Ça, c'est très important. Et comment communiquer? De quelle manière? Aujourd'hui, les gens sont chez eux, ils sont en confinement. Donc, vous n'allez pas à chaque porte. Donc, il faut avoir son site web. Il faut avoir peut-être de la publicité sur la radio. C'est essentiel que le client se sent en sécurité avec vous. Vous êtes transparent, vous communiquez sur le bon et sur le moins bon. Donc, il faut aussi demander les avis des personnes. Qu'est-ce qu'ils pensent? Eux, les clients, les employeurs, il faut demander leurs avis parce que ces changements pourraient survenir des habitudes d'achat que vous ne connaissez pas. Il y a l'anxiété aujourd'hui, il y a des problèmes psychologiques aujourd'hui, il y a des gens qui sont déprimés aujourd'hui. Donc, la consommation de produits, de quelques produits, va augmenter ou diminuer. Vous, comme leader aujourd'hui, c'est ça. C'est la maîtrise de tout ça. Donc, sinon, vous allez être un simple gestionnaire qui gère le jour au jour. Mais si vous êtes au courant et vous communiquez souvent et tôt, vous serez au courant de tous ces changements-là qui vont vous aider à prendre les bonnes décisions. Donc, ces parties prenantes, ils trouveront des réponses dans ce que vous dites, dans ce que vous ne dites pas, et aussi dans votre comportement. Donc, quand vous êtes l'expert communicateur de crise, il faut savoir quoi dire et quoi non dire, et aussi comment se comporter. Il faut décrire la situation, qu'est-ce qu'il se passe clairement et avec toute transparence et avec honnêteté, et quels sont les événements clés et comment ces événements touchent à chaque partie prenante. Qu'est-ce qui va arriver à chacun de vos employés? Donc, il faut communiquer sur ça aussi. Quelles valeurs sont en risque aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des valeurs qui ont changé en nous? Est-ce que cette crise a fait que certaines valeurs ont changé? Quels sont nos soucis? Les choses qu'on valorise beaucoup plus aujourd'hui qu'avant? Parce que chacun de nous aujourd'hui a eu assez de temps de réfléchir à tout ça.
Et soyez sûr que vos employés, vos clients ont aussi réfléchi à ça. C'est possible que peut-être les heures supplémentaires ne sont plus essentielles pour certains employés. C'est possible que la famille, la santé, l'hygiène, il faut réfléchir à ça. J'ai un client aujourd'hui qui m'a posé la question de l'assurance, assurance santé, assurance vie. J'ai un autre client qui a même réfléchi à donner des memberships, des abonnements pour des salles de sport pour ses employés après le Covid. Donc, les solutions sont là et ça vient avec une bonne communication de crise. Donc, vous avez maintenant identifié le quoi et le comment, le message, ce qui est très important. Il faut avoir le bon message. Il y a 4 ou 5 points que je dois discuter. Il y a la transparence en ce que vous dites. On dit en anglais, the truth will set you free. Quand vous dites, il y a un auteur américain qui a dit, when you tell the truth, you never have to think. Quand on dit la vérité, parce que si tu dis pas la vérité, ils vont trouver leur propre vérité ailleurs. Prenez l'action qu'allez-vous faire et ne pas faire. Ne restez pas là comme ça, immobile, stagnant, parce que tout est en train d'évoluer très vite. Il faut expliquer le pourquoi dans le message. Il ne faut pas dire qu'on va faire ça ou on ne va pas faire ça. Dans cette transparence et dans cette action, si on n'explique pas le pourquoi, c'est rare qu'on va convaincre les gens. Et le dernier point, c'est de garder toujours l'optimisme. Il ne faut pas aller à la télévision ou par des emails ou des SMS et dire que c'est la fin du monde. Hein. Je ne sais pas si on va ouvrir demain, je pense qu'on est foutu. Ça, c'est pas un bon message de la part d'un bon leader. Donc, le troisième point, c'est gérer les attentes de vos parties prenantes, parce que chacun a ses propres attentes. Et comme leader, vous devez connaître vos parties prenantes. Pas seulement leur nom, vous devez connaître pourquoi ils viennent travailler chez vous, avec vous. Pourquoi ils viennent faire du shopping chez vous et pas ailleurs. Vous devez connaître le pourquoi de tout ça. Parce que une fois que vous connaissez ça, vous allez connaître les attentes, les expectations of each one. Donc, il faut parler directement et d'une manière authentique des problèmes, car ils trouveront les réponses ailleurs. Donc, il faut aussi décrire la gravité des événements. Okay? Combien de temps on va être fermé, si on va réouvrir ou non, et est-ce qu'on va ouvrir de capacité de 30%, 40%, 50%, si on va ouvrir d'une capacité partielle, qui va travailler et qui va pas travailler. Et encore une fois, il faut expliquer le pourquoi. Qui est affecté par cette crise d'une manière santé, financière, environnementale, et quel changement, que devrait être et ne devrait pas être fait de la part de chaque personne, de la part de chaque employé. Donc, une fois que vous avez géré ces attentes-là, vous êtes disponible, available, et vous devez vous faire available. Make yourself available. Donc, vous avez engagé les parties prenantes, vous avez cadré le message et vous avez géré les attentes. C'est ce que moi, j'appelle une communication de crise réussie. Et je pense avec ça, qu'on a maintenant répondu à le quoi faire et le comment faire et ce que vous avez besoin d'avoir comme comportement de leader pour au moins vous donner la chance de réussir et de dépasser cette crise qu'on vit aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une bonne chance. La prochaine session
sera dédié au travail à distance, au télétravail, parce que ça, c'est très, très, très important et beaucoup de nos entreprises aujourd'hui réfléchissent à ça. Il y a la partie technologie, il y a la partie communication, la partie de gestion, et tout ça se fait à distance. Et on n'est pas habitué à ça, ni comme leader, ni comme collaborateur. Parce que si on ne le fait pas de la bonne manière, avec des process bien définis, avec une communication très très claire, ça risque d'aller dans tous les sens. Et je vous remercie donc à la semaine prochaine. Et n'hésitez pas de nous envoyer vos questions et vos remarques. Parce que cette session aujourd'hui était basée sur des questions spécifiques par les gens que j'ai mentionnés au début. Merci beaucoup.